nouveau technicien, oui ou non, en tout cas, quelle complémentarité et articulation entre paysans relais et techniciens. Nous sommes réunis là, nous avons 17 personnes connectées pour le moment avec nous sur ce webinaire. J'espère que les connexions fonctionnent bien, que vous m'entendez bien. S'il y avait le moindre problème, je vous invite à mettre un message dans la chat box que vous avez normalement d'accessible au niveau du logiciel Zoom. Voilà, n'hésitez pas à signaler tout problème technique. Vous êtes invités aussi à mettre vos micros éteints le temps pendant que les uns et les autres interviendront. On me dit que le volume du son est faible. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que si je me rapproche, vous m'entendez mieux? C'est bon. Parfait, merci. Alors, je vais parler un petit peu plus fort. Voilà, je vous invite à couper les micros le temps des interventions et puis après chaque intervention, donc vous aurez la possibilité d'avoir un temps de questions-réponses. Pour cela, soit vous utilisez la chat box pour écrire votre question, soit vous levez la main et vous activez les micros en fonction de la prise de parole qui vous sera proposée. Voilà un peu sur l'organisation pratique du fonctionnement de Zoom. Je pense que de toute façon, vous commencez à très bien maîtriser ce logiciel. S'il y avait un problème, inscrivez-le. Aujourd'hui, pour discuter avec nous sur cette problématique, nous allons avoir 4 intervenants que je vais proposer à chacun de se présenter. Donc, nous allons d'abord avoir une intervention de Sylvia Panantenana, qui est donc responsable de formation au CEFEL. Sylvia? Oui, bonjour à tous. Comme dit Amandine, je m'appelle Sylvia, responsable de formation au CEFEL depuis 2006. Merci Sylvia. Ensuite, en prolongement de sa présentation, nous donnerons la parole au président Ranivou, qui est donc président de l'association Fimpiama à Madagascar et qui est surtout aussi paysan relais, producteur de poussins. Président, je vous laisse vous présenter rapidement. Mais activez votre micro pour pouvoir prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est bon, on vous entend. Bonjour à tous, je suis paysan relais de Madagascar, je m'appelle Randy, bienvenue à cette réunion tout le monde. Merci beaucoup. Ensuite, nous aurons une présentation donc, de Chrysostome qui travaille au Burkina Faso. Chrysostome, oui, bonjour à tous. Moi, je suis Chrysostome Compaoré. Je suis le coordinateur du partenariat que nous avons avec les OPNIB au niveau du Burkina. Je suis à FERT depuis août 2016 et donc je suis en train de boucler ma 4e année. Merci. Merci. Et donc, ensuite, nous aurons une intervention donc, de Bernard Guidez, qui est administrateur à FERT. Bernard, je te laisse nous présenter. Oui, bonjour à tous. Ravi de participer à votre réunion. Alors, moi, je suis agriculteur à la retraite. J'ai pris ma retraite il y a 6 ans. Mais je m'intéresse toujours à l'agriculture, hein, puisque quand on est paysan, on l'est jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Voilà. Et j'avais des céréales. Je suis dans le sud-ouest de la France, près de Toulouse. J'avais une exploitation où il y avait des céréales classiques, blé, maïs, tournesol, sorgho, etc. Et je stockais à peu près tout, sauf le tournesol. Et j'avais 2 élevages, un élevage de porc. On avait à 4 agriculteurs, on avait ce qu'on appelle une maternité collective. Donc, on récupérait les porcelets et on engraissait nos porcelets avec les céréales de la ferme. Et puis, j'avais aussi une activité de canard que je préparais pour le gavage. Voilà. Très bien, merci Bernard. Et je suis administrateur à FERT, voilà. Et puis voilà, je me présente aussi puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc, je suis Amandine Schur, je travaille à FERT en France, je suis chargée de projet. Et donc, j'animerai aujourd'hui ce webinaire avec les différents intervenants. Donc, le webinaire, nous aurons d'abord un rappel rapide sur les paysans relais.
Je vous ai transmis dans l'invitation quelques documents qui ont été faits suite à un programme de travail que nous avions eu l'année dernière, notamment pour la préparation d'une table ronde qui a eu lieu au Kenya sur cette thématique des paysans relais. Donc, je reviendrai rapidement sur quelques éléments qui sont issus de ce travail. Puis, nous partirons à Madagascar où Sylvia et président Ranigou nous parleront de l'expérience des paysans relais au sein du groupe FIFATA. Ensuite, Chrysostome nous parlera de l'expérience des producteurs relais, des producteurs pilotes au sein des OPNIB au Burkina Faso. Et puis, Bernard nous partagera à la fois son témoignage et nous apportera un peu de recul sur ce qu'on aura entendu. Et nous clôturerons donc cette séance d'ici 1h20. Donc, je me permets de démarrer juste avec quelques rappels sur les paysans relais, sur cette thématique des paysans relais. Donc, la question que je pose au démarrage, c'est pourquoi avons-nous développé depuis plusieurs années des paysans relais et pourquoi ce sujet nous intéresse. Historiquement, au niveau des organisations de producteurs, les services de conseil agricole ont été essentiellement portés et mis en œuvre à travers des techniciens qui sont salariés de ces organisations de producteurs. C'est un fonctionnement qui est encore très, très présent. Mais avec le retrait progressif des projets qui finançaient finalement les postes de techniciens, on a cherché finalement à trouver des alternatives finalement pour maintenir quand même auprès des producteurs une personne capable d'assumer cette fonction à la fois de formation, de conseil, de proximité. Les besoins, eux, étaient toujours de plus en plus importants. Et on voyait bien que finalement, il y avait besoin quand même d'avoir toujours quelqu'un en proximité et dans la durée, mais que finalement, les agriculteurs eux-mêmes n'étaient pas capables de financer le poste de technicien. Et donc, un dernier besoin, c'était celui de toucher encore plus d'agriculteurs pour aller notamment plus spécifiquement dans les villages. Et donc, derrière tous ces besoins, finalement, c'est comme ça que les paysans relais, finalement, ont trouvé leur place dans les systèmes de conseil agricole en étant, en fait, une solution un peu plus endogène et permanente pour mettre en œuvre le conseil agricole dans les organisations de producteurs. Donc, aujourd'hui, c'est des acteurs qui sont de plus en plus présents et qui continuent qui travaillent aux côtés des techniciens. Et donc, la question qu'on se pose, c'est vraiment leur complémentarité. Dans les différents pays où on peut travailler au niveau de FERT, on a vu que finalement, il y avait une diversité d'intitulés dans ce qu'on appelle les paysans relais qui cachent en fait derrière une diversité de missions. Donc, on a parfois les producteurs pilotes, les paysans accompagnateurs, les animateurs endogènes, les pilotes farmers, farmer trainers, les auxiliaires de santé animale. C'est autant de noms qui, en fait, derrière, nous, on appelle ça paysans relais, mais ça montre quand même qu'il y a une certaine diversité dans les missions. On a à la fois, en fait, des paysans relais qui ont plus des fonctions de formation et de diffusion de techniques, de partage autour des itinéraires, des assolements, de l'intrant, et donc qui réalisent finalement de la formation technique, du conseil, de l'animation, de l'appui à l'enregistrement. Et puis, on a certains paysans relais, finalement, qui vont jusqu'à la prestation, à la réalisation de services économiques, que ce soit dans la vaccination ou dans la production de poussins, dans la multiplication de plants, la gestion de magasins de stockage ou la gestion post-récolte et la mise en marché. Donc, on a en fait un large choix et donc on va voir après dans les expériences qui vont être présentées comment ça s'organise, quels sont les différents types de paysans relais qu'il y a dans les pays. Donc, la question de ce jour, c'est finalement aujourd'hui, il existe à la fois des paysans relais et des techniciens. Est-ce que ces personnes finalement ont les mêmes fonctions? Quelles sont leurs complémentarités? Comment elles travaillent ensemble? Comment elles s'articulent pour mieux répondre aux besoins des producteurs? Voilà, donc pour essayer de répondre à ces questions, je vais d'abord donner la parole à Sylvia pour nous parler de l'expérience des paysans relais au niveau du groupe FIFATA à Madagascar. Sylvia, à toi la parole. Ok, merci Amandine. Donc, au cours de ma présentation, je vais essayer de parler d'abord comment on sélectionne les paysans relais et comment ils fonctionnent. Ensuite, je vais parler de complémentarité entre paysans relais et techniciens.
Comment se fait exactement cette complémentarité? C'est coupé. Je t'entends pas. Allô? Pardon, oui, Sylvia, Alors, excuse-moi, ça ça a va. coupé. Ah oui, ça va. On continue, ça va. Ça va? C'est bon, Ah c'est oui. bon, Vous Sylvia. m'entendez? Oui, Eh oui. c'est revenu. Oui, et le dernier slide, ça concerne comment se fait exactement la complémentarité, le rôle des techniciens. Prochain slide, Amandine. Donc, à Madagascar, les paysans relais sont spécialisés par filière. Ils ont été sélectionnés au niveau des OP. Ils ont contribué au développement de la filière de l'OPR, par exemple, sur la production de semences maraîchères, production de pommes de terre, production de poussins, que le président Rani va témoigner après, sur l'agroécologie, le producteur d'arbres fruitiers et aussi les vaccinateurs qui sont associés parfois avec les producteurs de poussins. Donc, ils sont spécialisés par spéculation ou par filière. Ils ont été renforcés sur la technique de production et également sur la technique d'animation afin qu'ils puissent améliorer leur communication dans la diffusion de messages techniques. Ils ont déjà adopté la technique améliorée. C'est pourquoi ils sont sélectionnés. Prochain slide. Donc, la complémentarité, en fait, c'est que les paysans relais, ils assurent la diffusion technique au niveau de la parcelle vitrine, c'est-à-dire leur propre parcelle, au niveau de parcelles de démonstration ou élevage de démonstration qui travaillent étroitement avec les conseillers ou les techniciens. Les techniciens, dans tout ça, ils renforcent régulièrement leurs capacités techniques. Ils s'accompagnent dans la mise en œuvre de leurs activités. Ils font également des mises en relation. Et les paysans relais, ils servent également des sources d'information, car au niveau de la diffusion technique, ils tiennent aussi des fiches d'enregistrement pour collecter les données technico-économiques. Donc, ça va servir de référence technico-économique au niveau de techniciens, au niveau de l'organisation. Ça va servir aussi, les paysans relais vont donner aussi des données sur le suivi et évaluation. Prochain slide. Je vais revenir un peu sur les sources d'information pour le technicien. Par exemple, sur l'approvisionnement des membres, il y a des ventes d'approvisionnement de semences, par exemple, d'arbres fruités, de poussins, etc. Donc, ça va contribuer à alimenter la base de données sur le suivi et évaluation. Par exemple, combien de semences de pommes de terre on a vendu, combien de paysans qui adoptent la technique. Idem aussi pour les arbres fruitiers et aussi l'agroécologie. C'est tout ça qui vont alimenter les bases de données de l'OPR ou de la structure. Ensuite, slide suivant. Donc, comme je viens de dire là aussi tout à l'heure, que les paysans relais servent aussi de source d'information sur tout ce qui est données technico-économiques, car la division technique est efficace quand la technique proposée apporte des bénéfices pour les producteurs. Donc, les références technico-économiques vont servir à convaincre aussi les autres producteurs à adopter les techniques en leur disant que en plus d'avoir des meilleurs rendements,
on a aussi des marges très intéressantes. Dernier slide peut-être. Pour assurer l'efficacité de la diffusion de messages, les techniciens assurent le renforcement régulier des paysans relais, c'est-à-dire les mises à jour de tout ce qui est technique de production. Mais chez nous, à Madagascar aussi, on travaille avec FLP qui renforce la capacité des paysans relais sur le leadership. Pour cela, les paysans relais savent quand il faut, à quel moment ils dirigent les autres producteurs, à quel moment il faut mieux convaincre, à quel moment il faut déléguer. C'est ça que FLP les a renforcés sur le leadership situationnel pour qu'ils accompagnent mieux les autres producteurs. Voilà un peu sur l'expérience de Madagascar. Merci de votre attention. Merci beaucoup Sylvia pour ces éléments de présentation. Peut-être pour donner un peu plus de détails sur le fonctionnement, je vous propose maintenant d'écouter donc président Raniv, donc qui est lui-même paysan relais à Madagascar et qui va pouvoir nous expliquer aussi un peu finalement aujourd'hui quelles sont ses fonctions et comment il travaille en complémentarité avec les techniciens de son OP. Président Raniv, je vous laisse la parole. Oui, merci Amandine. Également, pas différent que Sylvia a venir de dire tout ce qu'elle a fait par l'expérience. Mais pour nous, selon la région, l'identification des paysans relais jouait un grand rôle très important. Parce que il ne peut pas être un paysan relais sans production. Donc, un paysan relais, c'est un producteur très dynamique. Assure son exploitation, gère son exploitation et peut diffuser les techniques de production aux autres producteurs. C'est comme ça qu'on a identifié par les techniciens le paysan relais. Comment le paysan relais fait son tâche? Nous savons donc, si on dit paysan, c'est un producteur. Un relais, c'est un mouvement qui relie deux autres choses différentes, le technicien et le producteur. C'est ça le rôle de paysan relais, la relation des techniciens et des producteurs. Il y a des manques à remplir, il y a comment dirais-je, il y a de vides à compléter. Ce sont des partages techniques, des partages en communication, des partages d'informations, collecte de besoins, de services aux producteurs. C'est comme ça que le paysan relais fait son rôle. Actuellement, je produis des poussins et j'approvisionne les producteurs. J'assure leur santé animale. J'interviens à l'assurance de toute santé animale, ainsi que je communique, je les informe selon les événements nécessaires venant du technicien. C'est tout. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup quelle relation vous avez avec le technicien? Est-ce que vous êtes régulièrement en contact ensemble? Est-ce qu'il vous fait des formations vous-même en tant que paysan relais? Comment vous travaillez avec le technicien? Ouais. Merci. Avec les techniciens, nous avons reçu tant de formations, formations techniques, formation d'enregistrement, formation sur la santé animale et alimentation,
ainsi que de formation de, comment dirais-je, de gestion de l'exploitation. OK. Merci. Très bien, merci. Je vais maintenant proposer aux uns et aux autres de poser des questions pour approfondir un peu, si vous le souhaitez, le fonctionnement à Madagascar, ou si même je vois aussi qu'il y a d'autres personnes de Madagascar qui sont connectées, si vous souhaitez aussi apporter un complément. Donc je vous invite à soit lever la main, soit mettre un message dans la chat box. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Partager quelque chose? Pas à ce stade. Alors, moi j'ai peut-être une question pour Sylvia. Sylvia, donc tu es responsable de formation au niveau du CEFEL. Tu assures à la fois des formations pour des techniciens et des formations pour les paysans relais. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement quelle est la différence entre ces deux formations? Parce qu'on pourrait se dire que on pourrait former la même chose, un paysan relais, sur les mêmes aspects que le technicien, mais il y a peut-être des différences. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu voilà, s'il y a des différences et quels sont les points importants que vous abordez en formation pour les paysans relais? Ok, merci Amandine. Donc, pour les paysans relais, c'est que on consacre beaucoup de temps pour les travaux pratiques. Ils apprennent beaucoup sur le terrain. Par contre, pour les techniciens, on veut qu'ils réfléchissent, qu'ils accompagnent mieux les paysans relais. Donc, tout ce qui est technique d'animation, technique d'accompagnement. Donc, voilà les deux points qui différencient la formation. En termes de durée aussi, c'est que les techniciens, surtout sur la formation des conseillers agricoles, on consacre beaucoup de temps pour la formation des conseillers agricoles et aussi on organise des ateliers d'échange, de partage. Par contre, les paysans relais, on laisse surtout aux accompagnateurs sur terrain de les accompagner pour vraiment répondre aux besoins de terrain et aussi répondre aux difficultés qu'ils ont vécues au quotidien. Voilà. Merci. Alors, il y a une question donc, de Ferte Agboville qui demande du coup un peu comment elles se font ces formations. Alors, peut-être tu peux donner des détails sur la durée, sur le lieu. Est-ce que c'est au niveau des villages, des communes, ou est-ce que c'est au centre CEFEL? Est-ce que tu peux préciser un peu comment se font les formations? Qui sont les formateurs? Est-ce que qui est-ce qui intervient et quels sont les sujets? Donc tu as dit de la pratique, mais voilà, est-ce que tu peux donner un peu de détails pour répondre à cette question? Ok, donc pour les paysans relais, c'est que au niveau du CFL, on fait deux sessions. La première session, ça dure 4 jours. Et l'autre session, c'est pareil. Donc, sur la technique de production, par exemple, sur la pomme de terre, c'est les formateurs du CEFEL sur les matières, la filière pomme de terre qui font la formation. Ça concerne l'itinéraire technique, la maladie, jusqu'au stockage de semences de pommes de terre. Pour la partie animation, on forme sur tout ce qui est communication,
pour qu'ils arrivent à bien transmettre le message et aussi à organiser une formation qui va se faire directement sur terrain. Et tant que la formation s'est faite au CEFEL, mais nous organisons également des accompagnements sur terrain. Tant que on observe les paysans relais en situation professionnelle et on donne des recommandations en fonction de ce qu'on voit. Et pour les paysans relais, ils font directement à leur formation à leur tour sur leur exploitation. Voilà, merci. J'espère que ça a répondu à la question qui était posée. Alors, il y a une autre question, peut-être pour le président Ranivou. Est-ce que le paysan relais assure le relais entre les producteurs à la base et les élus de l'OP? Ou, donc, ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'était entre la base et le technicien, mais finalement, est-ce que c'est entre la base aussi et les élus de l'OP? Merci. Effectivement, le paysan relais assure les services dans l'OP à l'aide de collecte des besoins des services et en ayant tous les collectes, toutes les demandes. On intervient le plus vite possible le technicien d'approvisionner les intrants végétaux comme des vaccins et de la boîte à pharmacie, les produits curatifs, ainsi que ça dépendait de l'organisation de chaque OP. Dans la FIPIAMA, on a fait une bonne organisation dans les zones d'intervention, dans les OP communales membres, pour que le service puisse faire très délicatement. C'est comme ça. D'accord. Et donc le paysan relais, après, a-t-il des contacts avec les élus, les leaders de l'OP au niveau de FIMPIAMA? Alors vous êtes à la fois le président et le paysan relais, mais pour les autres paysans relais, est-ce qu'ils sont aussi en contact finalement avec les élus de FIMPIAMA? Laissez-moi vous expliquer notre organisation. Mm-hmm. On ne travaille pas aux autres producteurs parce qu'à Madagascar, il y a de la loi érigée par les associations des vétérinaires mandataires. C'est pourquoi nous allons contacter le ministère, la direction interrégionale de services de la santé animale. On les a demandé de nous former pour avoir le pouvoir d'exercer notre mission, notre rôle de servir les producteurs dans les OP. Mm-hmm. Ouais. Et alors, si nous avons eu la formation, on a la liberté de faire les services, surtout aux santé animale, avec les vétérinaires mandataires. Mm-hmm. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont à poser au niveau de Madagascar? Alors, peut-être moi-même, j'avais encore une autre question, peut-être pour président Ranivou. À qui rendez-vous compte de vos activités? Auprès de qui rapportez-vous un peu les activités que vous avez réalisées? Avec qui vous les planifiez et auprès de qui vous vous rendez compte? Effectivement, après avoir fait notre rôle, on fait le rapport à la structure, tel que le nombre de cheptels vaccinés, ainsi que dans le vétérinaire mandataire du district où l'on se trouve. Alors, quand vous dites la structure, c'est quelle structure? C'est votre OP de base? FIMPIAMA. Au niveau de FIMPIAMA. D'accord. D'accord. Et donc, le technicien vous aide dans ce travail?
Nous avons un système de travailler selon les formations et selon la communication. Les paysans relais font le rapport vers les techniciens. Les techniciens donnent les événements nécessaires aux paysans relais et les paysans relais les communiquent aux membres producteurs. C'est tout ça. Très bien. Et alors peut-être une dernière question. Pour vous, quel est l'intérêt d'avoir les paysans relais? Quelle est la valeur ajoutée d'un paysan relais par rapport à un technicien? Bon. Répétez encore la question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'apporte le paysan relais en plus du technicien? Quelle est sa valeur ajoutée? Ma valeur ajoutée, c'est de l'avoir de la connaissance. Plus de la connaissance, c'est de l'avoir une bonne volonté. Je peux convaincre les travailleurs membres de me suivre, de faire aussi tout ce que j'ai fait dans la production de poulet gâche, dans la production de poussins. Bon, c'est une grande valeur pour moi parce que j'attire des gens de faire de la production du poulet. Et cela permet aux autres membres d'augmenter leur somme, d'améliorer leur situation économique. C'est tout ça. Très bien. Alors, il y a une question qui est... Amandine, pardon, excusez-moi. Je pourrais rajouter peut-être, moi, il me semble aussi que le paysan relais, il amène de la praticité et de la crédibilité. J'espère que le président me contredira pas. Comment, s'il vous plaît? Je disais qu'il me semble aussi que le paysan relais, il amène de la praticité, il rend concret ce que le technicien veut dire, et puis il donne de la crédibilité, parce que si lui le réalise chez lui, ça veut dire que d'autres peuvent le faire chez eux aussi. C'est ça, il est convaincant en étant lui-même producteur et en ayant lui-même mis en œuvre les pratiques. Il donne du crédit à ça et ça peut convaincre plus facilement finalement les producteurs autour de lui. Donc une question encore. Un technicien de Fimpiama coopère avec combien de paysans relais et à quelle échelle il travaille? Donc peut-être vous pouvez nous apporter cette réponse-là, s'il vous plaît. Oui, notre technicien travaille avec 71 paysans relais. 71. Mais ça se fait étape par étape. Dans le début, on était 12. Et on a subi des problèmes encore de rendre service aux producteurs. On a augmenté le nombre des paysans relais formés. Actuellement, le technicien travaille avec ce 71 paysans relais pour assurer la positivité de la productivité, surtout dans la production du poulet gâche. C'est comme ça. Très bien. Et donc, un technicien travaille à l'échelle d'une commune ou d'un district? Comment? Répétez encore. Le technicien travaille au niveau d'une commune ou d'un district ou de toute la région? Oui, il travaille dans toute la région. Toute la région. Vous savez bien qu'ils ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi on augmente le nombre des paysans relais. De toute façon, il travaille dans toute la région, mais il fait sa mission adéquatement dans toutes les communes intervenues. D'accord. Selon le calendrier, le planning. Très bien. Si vous avez encore des questions, je vous laisse les écrire ou lever la main, ou des compléments à apporter pour ceux qui le souhaitent ou qui connaissent l'expérience à Madagascar. C'est bon? Très bien. Eh bien, je remercie beaucoup Sylvia et Président Rami pour leur intervention. Et je propose donc à présent de donner la parole à Chrysostome
qui va nous parler de l'expérience des producteurs pilotes au niveau des OP Niébé au Burkina Faso. Merci. Chrysostome, à toi la parole. Ok, merci Amandine. Donc, comme annoncé, je vais vous faire part un peu de la situation qu'il y a en termes de producteurs et lait au niveau du Burkina Faso. Mais là, je vais prendre quand même un peu de temps pour rappeler un peu le contexte de l'accompagnement qui est fait auprès des OP au Burkina par FERT. Au niveau du Burkina, nous rappelons que nous avons deux actions, l'action maraîchage et l'action Niébé. Mais pour ce focus, nous allons nous intéresser à l'action Niébé. Et à ce niveau, nous notons que nous avons commencé notre intervention dans les années 2007 à 2009 en mettant un peu le focus sur le conseil agricole, donc tout ce qui est itinéraire technique, amélioration des rendements et de la production. Et très rapidement, on s'est vite rendu compte qu'au-delà des rendements, il y avait d'autres besoins qui naissaient, qui est la commercialisation, d'où le développement, bien sûr, d'un autre secteur que nous avons appelé ici service économique, où nous mettons le stockage, la commercialisation et même la transformation. Et tout récemment, le dernier né, c'est un peu la vie coopérative et puis la formation des leaders. Parce qu'on n'a vraiment pas travaillé pendant longtemps sur cet aspect vie coopérative. Mais avec FLP, on a essayé de coupler pour vraiment s'intéresser à la question parce qu'une OP qui vit, qui développe des services, c'est aussi une OP qui vit. Oui. Voilà, donc au niveau du Burkina, nous rappelons que nous travaillons essentiellement avec 6 organisations paysannes de taille assez différentes. Au niveau du BAM, c'est une organisation envergure provinciale, mais nous avons suspendu un peu le partenariat là-bas. Au niveau du San Matenga, nous travaillons essentiellement avec 4 organisations. Mais là, les organisations, les coopératives de Dablo, Pensa et Piscila sont celles qui connaissent en ce moment une situation assez difficile en termes de sécurité. Et ce qui fait que l'intervention via les conseillers est faite à distance. Et au niveau du Passoré, qui est une OP envergure provinciale, nous avons un conseiller qui appuie un peu l'OP, qui a une organisation déjà au niveau communal, ce qui facilite un peu notre intervention, notre accompagnement. Et au niveau du centre, là, nous avons redéployé en fait un certain nombre de conseillers qui ne pouvaient plus aller à Pisla, Pensa et Dablo, ce qui fait que, bien que l'OP soit d'envergure régionale, nous intervenons au niveau communal spécifiquement pour tout ce qui est action, et tout en accompagnant le niveau régional. Et pour cela, nous avons près de 5 conseillers que nous avons mobilisés. Donc, au total, sur les 7, nous avons 5 qui interviennent au niveau du centre. Juste pour vous donner une idée en termes d'envergure de ces organisations, à Piscila, nous avons près de 600 coopérateurs, Pensa autour de 150, à Dablo 130, à Ziga environ 160. Et au niveau du centre, qui est une OP envergure régionale, qui est constituée de 5 sociétés coopératives simplifiées, dont les tailles varient entre 50 à 100, donne une idée donne des membres autour, des coopérateurs autour de 400 à 500 coopérateurs. Et au niveau de Yapo, nous avons près de 6 000 membres. Pour ce qui concerne un peu les producteurs et lait, comment les producteurs et lait sont nés en fait dans le processus de notre accompagnement. Nous notons un certain nombre de points, notamment 5, qui est que la mise en place de ces producteurs et lait, qui sont entre autres des personnes, des producteurs qui ont été, j'allais dire, sélectionnés avec par leur organisation paysanne, avec l'accompagnement de FERT en identifiant un certain nombre de critères, sont également formés par FERT. Mais cela répond à un besoin d'appropriation des différents, j'allais dire, des bonnes pratiques, des techniques qui sont accompagnées. Et cela également répond au fait qu'il y a un besoin d'avoir un modèle paysan à côté des producteurs
qui va un peu insuffler la dynamique. Le deuxième gros point concerne un peu le fait que la naissance de ces producteurs répond et rentre dans une dynamique de pallier l'insuffisance de techniciens sur le terrain, parce qu'au regard de leur nombre, quand vous faites le ratio par rapport au nombre de producteurs rapidement, on se rend compte que il ne peut pas être partout à la fois, vu les grandes distances également à parcourir. Le troisième point, c'est également la constitution d'un bras technique de l'OP qui va un peu conseiller les élus et les permettre vraiment de prendre des décisions et d'avancer un peu sur les différentes thématiques. Le quatrième concerne un peu de façon globale la viabilité un peu technique que l'OP veut vraiment développer, parce qu'à terme, elle envisage en tout cas prendre en main un certain nombre de choses. Et enfin, il y a le fait que le producteur est une personne ressource de proximité à portée de main du producteur comparativement bien sûr au technicien qui n'est pas toujours présent. Oui, tu peux avancer. Voilà. Et donc, juste présenter un peu la dynamique au niveau des producteurs et lait, qui a beaucoup évolué avec la mise en place des sociétés coopératives il y a de cela environ 2 ans. Donc, anciennement, nous avions un peu ce que nous appelons des producteurs pilotes, qui sont des producteurs relais à l'échelle de leur groupement, qui sont au sein d'un groupement. Donc, au sein d'un groupement, il y a un producteur relais, et c'est lui qui est formé par l'animateur, donc par le conseiller FERT, et qui facilite maintenant les formations auprès des producteurs qui sont ses compères, bien sûr, au sein de son groupement. C'est également la personne qui conseille, bien sûr, ces producteurs à la base là, et sur essentiellement le volet production. Au-delà de cela, c'est la personne également qui facilite aussi la remontée des informations de la base vers l'animateur, donc de l'OP vers FERT et également de la base vers, bien sûr, le groupement. De façon beaucoup plus améliorée, une fois que le PP est suffisamment bien formé et maîtrise suffisamment les techniques, il arrive qu'on le détache de son groupement pour qu'il puisse appuyer des groupements techniquement faibles. Et en ce moment, on l'appelle animateur endogène. Je vais avancer. Suivant. Voilà. Et maintenant, en termes de niveau de complémentarité, ce que nous avons pu identifier 3 niveaux de complémentarité. Premièrement, c'est un peu l'identification des besoins. Parce qu'en ce sens que, en termes de réflexion, de remontée des préoccupations des producteurs vers les élus ou vers les techniciens, ce sont ces producteurs-là qui facilitent un peu ce travail avec, bien sûr, la complicité du technicien. Le deuxième gros point concerne la co-construction de plages de solutions. Comme on le sait tous, au niveau des FERT, nous n'avons pas de solution, mais nous proposons une plage de solutions aux producteurs maintenant de prendre ce qui est beaucoup plus à sa portée. Et dans ce sens, dans cette co-construction, c'est aussi bien technicien que producteur relais. Et le troisième point concerne essentiellement la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation, en ce sens que les différentes formations en cascade qui sont faites par les producteurs, une fois formés auprès des producteurs, la collecte de certaines données et la transmission aussi des informations à la base. Donc, c'est vraiment la croix de transmission entre les producteurs et les techniciens, les producteurs et les élus. C'est également à travers ces producteurs relais que les différents tests sont suivis sur le terrain. Mais de façon beaucoup plus opérationnelle, suivant. De façon beaucoup plus opérationnelle, nous avons essayé d'identifier 4 niveaux de complémentarité entre le producteur et le technicien. Le premier niveau, c'est au niveau de la couverture, de l'échelle de couverture. Parce qu'avec le technicien, il y a une petite échelle, il n'arrive pas à toucher un grand nombre de producteurs. Mais au niveau du producteur relais, qui est non seulement plus proche des producteurs, il arrive facilement à aller encore plus loin, étant bien sûr déjà sur le terrain. Parce que vous comprenez que le technicien étant un salarié n'est pas
toujours disponible tous les jours et pour être sur le terrain. Par contre, le paysan relais y est toujours et facilite. Donc, en termes de couverture, l'action du paysan relais permet d'accroître un peu l'échelle de couverture. Le deuxième niveau, en ce qui concerne le raisonnement souvent académique du technicien. Vous conviendrez avec moi qu'avec, bien sûr, avec son profil de formation, le raisonnement est souvent académique et n'est pas toujours adapté aux producteurs à la base. Mais avec les producteurs relais qui maîtrisent, en tout cas qui est suffisamment formé et qui maîtrise certaines techniques, il y a une intégration du raisonnement paysan. C'est un peu en ce sens que le technicien apporte un peu son expertise technique, certes, mais le producteur il apporte en plus de cela le savoir-faire paysan. Et c'est cette complémentarité-là qui fait que le message devient digeste au niveau du producteur. Quant au troisième niveau, c'est un peu les aspects théoriques, en ce sens que le technicien ne met pas en œuvre sur le terrain ce qu'il recommande comme bonne pratique. Par contre, le paysan relais a cette capacité de convaincre par l'action et à travers l'action. Parce que, étant sur le terrain, il est paysan, donc quand il s'agit d'une technique, avant de parler de cette technique, lui, auparavant, il l'a déjà mis en œuvre et connaît suffisamment tous les éléments, et souvent même mieux que les techniciens, parce qu'il y a cette petite subtilité du terrain qu'il apporte en plus et qui facilite la compréhension et l'adhésion au niveau des producteurs à la base. Et enfin, il y a la traduction qui n'est pas toujours inadaptée, parce que vous conviendrez avec moi que quand il s'agit de traduire en langue locale, on n'a pas toujours les bons mots. Par contre, le paysan relais, à travers un certain maniement de la langue, l'utilisation de proverbes, de contexte, vraiment contextualise le message, la formation, et donc du coup, le message passe beaucoup plus vite à ce niveau. Non, il y a un slide qu'on a sauté. Ah, hop, hop. Tu as sauté un slide? Il manque la slide là. Oui. Je le récupère. Je vais la récupérer. Excusez-moi. Bon, je peux aller. Moi, je l'ai. Non, c'est juste pour conclure en disant que le binôme technicien-producteur relais est une combinaison gagnante. En ce sens qu'il participe aux réflexions, à la co-construction des dynamiques qui répondent surtout aux besoins du producteur. Parce qu'à travers l'implication du producteur relais, vraiment, la prise en compte du besoin du producteur devient une réalité. Et là, nous notons que l'un est dépendant bien sûr de l'autre et se nourrit bien sûr des idées de l'autre. Et cela dans les deux sens, donc, et vice-versa. Donc, aussi bien le producteur élève se nourrit de l'expertise du technicien, aussi bien le technicien a besoin de grandir à travers le savoir-faire du producteur élève. Et c'est en cela que le binôme, le couple technicien-producteur élève permet vraiment de mieux faire passer le message, de mieux vraiment accompagner le producteur en tenant compte de ses besoins. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chrysostome. Alors, on a une réaction là sur la chatbox. Je me permets de partager. Le paysan relais est essentiellement important pour son rôle de diffuseur d'innovation. Sa complémentarité avec le technicien se voit surtout sur ce fait et à travers ce rôle de diffusion, car il est plus présent à côté des producteurs dans sa localité. Donc, je pense que là, on est vraiment d'accord, hein, puisqu'on a vu qu'un technicien, par exemple au Burkina Faso, doit accompagner 150 membres d'une coopérative, alors qu'un paysan relais, lui, forcément, il a moins de personnes à suivre et surtout, il est localisé à côté d'eux. Jean fait aussi cette remarque. Néanmoins, il faut tout de même faire attention à ne pas léguer aux paysans relais trop de charges de travail ou de mission, vu que c'est du bénévolat et il a entre autres son exploitation à faire tourner. Alors, je pense qu'en effet, peut-être vous voulez
réagir là-dessus. Le paysan relais est d'abord un paysan, hein, c'est bien ce que nous a fait comme témoignage tout à l'heure le président Ranivou, mais je pense que voilà, peut-être vous avez ces expériences de paysans relais du coup qui perdent le contact avec le terrain. Est-ce que c'est des choses que vous avez vous-même déjà constatées, qui passent plus de temps du coup à faire leur mission de paysan relais que d'être sur leur exploitation? Chrysostome, est-ce que c'est une situation que vous avez déjà rencontrée au Burkina Faso de paysans relais qui finalement deviennent plus des animateurs que rester des paysans? Oui, à ce niveau, nous notons que nous tenons quand même compte du fait que le producteur relais, en plus de son rôle de relais, est avant tout, comme son nom l'indique, producteur. Donc, nous organisons de sorte à ce qu'il reste, bien sûr, producteur. Et c'est en cela qu'il peut apporter plus de contribution et de complémentarité, en fait, à l'accompagnement du technicien. Donc, pour cela, non seulement nous essayons de limiter un peu leur champ d'action en termes géographiques, mais également sur certaines thématiques. Parce qu'au tout début, nous avions même des producteurs relais qui sont focus niébé et des producteurs relais focus arachide ou sésame. Mais avec l'évolution, on a essayé d'intégrer en fait tous ces itinéraires techniques-là. Mais là où nous faisons beaucoup plus attention, c'est quand il s'agit de faire témoigner ces producteurs relais ou en tout cas qu'ils participent à des formations au-delà de leur organisation. En ce moment, on les mobilise vraiment dans des temps assez raisonnables, 1 ou 2 journées au maximum. Et le plus souvent, c'est à des périodes où il n'y a pas suffisamment d'activité champêtre. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Chrysostome, des besoins de compléments, des informations que vous souhaitez avoir? N'hésitez pas à écrire ou à lever la main si besoin. Des questions? Je ne vois pas de main se lever. Oui, Sylvia? Ma question, en fait, c'est que, est-ce qu'au niveau de Ferta Burkina, est-ce que vous donnez des coups de pouce pour les paysans relais comme des semences, par exemple, pour que leur exploitation soit des vitrines? Merci. Chrysostome? Chrysostome, ton micro. Ok, oui. Voilà, par rapport à cette préoccupation, oui, nous répondons par l'affirmative, en ce sens que, au tout début, comme je vous le disais, le dispositif a un peu évolué. On avait mis en place un système d'encouragement à travers des kits GFS, des kits pour la gestion de la fertilité des sols, pour accompagner un peu les producteurs relais qui se seraient illustrés vraiment à travers la mise en place vraiment de techniques innovantes ou en tout cas qui se seraient illustrés d'une façon ou d'une autre. Question aussi de pouvoir les encourager. Mais au-delà de cela, il arrive que nous prenons en charge un certain nombre de déplacements, comme je l'ai dit, au niveau des animateurs endogènes qui doivent accompagner en fait des groupements en dehors de leur groupement. Mais pour ceux qui sont au sein de leur groupement, c'est juste souvent des kits qui sont mis à leur disposition. Mais là encore, ce n'est pas à tout le monde que c'est attribué. Donc, en termes de récompense, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un peu la reconnaissance sociale déjà à travers son groupement qui est beaucoup mis en avant et non l'aspect pécunier au risque de ne pas transformer cette fonction pour que le producteur relais devienne aille plutôt vers la recherche de numéraire au détriment en fait de son champ. Il doit mettre en œuvre en fait toutes les pratiques enseignées parce qu'au-delà, il est avant tout un modèle. Donc sa réussite est d'abord dans son champ
Merci. Alors, par rapport à cette question justement de la reconnaissance sociale, il y a une question qui est posée sur est-ce que les producteurs pilotes, producteurs relais sont facilement acceptés par leurs pairs, par les autres producteurs? Chrysostome. Oui, d'autant plus que pour l'identification de ces producteurs relais-là, c'est avec le concours aussi bien de l'OP que de faire que ces producteurs ont été identifiés sur la base d'un certain nombre de critères. Parce qu'un producteur relais, idéalement, doit pouvoir savoir lire et écrire. Et donc, c'est un peu des critères comme ça que nous mettons en place avec le producteur relais pour pouvoir identifier ces producteurs relais. Ce qui fait qu'en termes de reconnaissance, ils sont reconnus déjà à travers l'exemple qu'ils sont. Et donc acceptés d'office dans leur environnement. Par exemple, est-ce qu'il y a déjà eu des paysans relais, des producteurs relais qui ont arrêté, qui ont dit oh bah, j'en ai marre de jouer de faire cette fonction-là et j'arrête? Oui, il y a, en fait, dans les slides, je crois qu'il y a une partie qui a été supprimée où je montrais un peu l'évolution un peu des chiffres. Avant la mise en place des sociétés coopératives où nous travaillons à l'échelle groupement, donc à l'échelle village pratiquement, nous avions près de 150 producteurs pilotes qui intervenaient aussi bien à Pisla, Pensaka, Dablo. Mais avec la mise en place déjà des coopératives, nous avons perdu un tiers de ces producteurs relais qui n'ont pas pu entrer dans les sociétés coopératives, donc du coup, qu'on a abandonné un peu en cours de route. Mieux encore, il arrive aussi qu'un producteur relais qui est formé, voilà, s'expatrie, parte en Côte d'Ivoire ou change d'activité. Et donc, voilà, il y a aussi des cas d'abandon. D'accord. Alors, il y a tout qui lève la main. Qui s'explique pour plusieurs raisons, quoi. D'accord. Tout, vas-y, tu peux poser ta question. Ok. Effectivement, par rapport à ce que Chrysostome disait sur les critères de sélection des paysans relais, souvent, ce sont les mêmes personnes parce que, pourquoi je dis ça, je ne sais pas, au Burkina Faso, ma question c'est que, est-ce que parmi les paysans relais qui travaillent donc auprès de FERT, qui accompagnent les producteurs au Burkina Faso, est-ce que parmi eux, il y a des paysans relais qui ont été déjà paysans relais pendant des actions précédentes d'organismes qui ont été déjà donc sélectionnés par d'autres organismes au Burkina Faso comme paysans relais? Et quelles sont les valeurs ajoutées apportées donc par ces paysans relais quand ils ont été identifiés comme paysans relais accompagnés par les techniciens de FERT à Burkina Faso? C'est un peu ma question. Je ne sais pas si c'est clair. Ok, bon, pour ma part, je dirais que plutôt la question est à inverser, en ce sens que, pour ce que je sache, les producteurs relais qui ont le plus souvent été identifiés n'ont pas été déjà des producteurs relais ailleurs, mais plutôt une fois identifiés, vu l'accompagnement technique et toute la batterie de formation qu'ils reçoivent, ils sont beaucoup plus convoités et courtisés par d'autres acteurs sur le terrain. Donc, il arrive que le producteur relais que nous avons formé, voilà, soit un relais d'une autre organisation, d'un autre partenaire qui intervient. Parce que, comme je l'ai dit, comme il est modèle, rapidement, voilà, tout le monde lui fait la cour, quoi. C'est un peu dans ce sens. Mais dans l'autre sens, peut-être si Mme Sarré peut compléter, là, moi, pour les 4 années, je n'ai pas eu vent de cela. Très bien. Tout, c'est bon pour ta question? Oui, oui, c'est bon. Merci, Chrysostome. Ok.
peut-être j'ai moi une question comme celle que j'ai posée tout à l'heure au président Ranivous, c'est les paysans relais rendent compte avec qui ils planifient leur activité et auprès de qui ils rendent compte et finalement voilà, quelle est la place du technicien dans le suivi des activités du paysan relais. Donc, la question est pour Chrysostome, excuse-moi. OK. Les paysans relais rendent compte premièrement à leur organisation. D'abord à l'échelle de leur groupement et ensuite ils rendent compte également à leur organisation de façon globale parce que l'ensemble de ces producteurs relais constitue une commission thématique qui peut être liée bien sûr soit à la production, soit à la commercialisation, stockage et commercialisation ou en fait à l'approvisionnement. Et donc, ils constituent en somme un bras technique, comme je l'ai déjà dit. Et donc, ils rendent compte à leur organisation. Maintenant, sur le terrain, de façon opérationnelle, ils travaillent en tandem avec le technicien, le conseiller qui est au sein de l'organisation. Ce qui fait que, en termes de communication, ils communiquent aussi avec le technicien de façon beaucoup plus rapprochée. Et est-ce que tu penses qu'on aura toujours besoin du technicien finalement? Oui, je pense que, comme je l'ai dit en conclusion, le technicien ne saurait se prévaloir d'être producteur et l'est, encore moins l'inverse. C'est pour dire tout simplement que chacun a besoin de l'autre. Et donc, moi, je ne vois pas que, en fait, le producteur de lait devienne un conseiller. Mais le producteur de lait a besoin d'être producteur et d'avoir une expertise, un savoir-faire paysan qu'il met dans le panier commun de l'expertise technique apportée pour faire un tout. C'est-à-dire que c'est les deux facettes de la même pièce qui vont constituer en fait le module vraiment au grand complet au bénéfice des producteurs. Très bien. Merci beaucoup Chrysostome. Je pense que nous avons fait le tour des questions pour le Burkina Faso. Je vais maintenant proposer de donner la parole à Bernard qui va donc dans un premier temps un peu nous parler de son expérience d'agriculteur en France et de voilà, finalement comment se fait la diffusion au niveau des agriculteurs en France. Et puis ensuite, je lui ai demandé de nous aider à prendre du recul par rapport au sujet en nous partageant un peu lui ce qu'il retient des discussions que nous avons eues. Bernard, à toi la parole. Oui, alors, moi j'étais agriculteur pendant 42 ans. Je n'ai jamais agrandi mon exploitation. C'est-à-dire que j'avais 65 hectares au départ, j'ai terminé avec 75, donc vous voyez, elle n'a pas grandi beaucoup. Mais par contre, j'ai toujours eu la préoccupation de valoriser ce que je faisais. Au départ, j'avais des céréales et des vaches. Puis je me suis rendu compte que les vaches, ce n'était pas très rentable. Donc, j'ai supprimé les vaches et je les ai remplacées par des porcs. Et donc, dans les céréales, il y avait du blé. Il y avait 60% de cultures d'hiver. Pour nous, c'est important les cultures d'hiver parce qu'on est soumis à des sécheresses pendant l'été. Et donc, ce qui n'est pas arrosé est assez aléatoire. Donc, la culture d'hiver, c'est du blé, de l'orge et du triticale. Triticale, c'est une céréale qui qui est un croisement de blé et de seigle, mais qui résiste aux maladies et qui a un peu plus de protéines. Par contre, j'ai remplacé les vaches par les porcs. Pourquoi? Parce que les porcs consommaient des céréales. Et donc, je n'avais plus besoin de vendre mes céréales à la coopérative, de faire du transport, etc. Et en même temps, les porcs faisaient du lisier et ce lisier nourrissait les céréales. Et donc, j'étais beaucoup plus autonome, j'étais beaucoup moins sensible aux variations de prix de l'extérieur. Voilà.
Et pour compléter le tout, j'étais responsable en 2000, après l'épisode de la vache folle, qui a provoqué en France un désir des consommateurs d'avoir des produits locaux, d'acheter sur place. Et donc, j'ai mis en relation des producteurs de porc et des bouchers charcutiers. Et il y a un agriculteur qui commençait déjà à vendre ses porcs, à les tuer à l'abattoir, qui est un abattoir qui existait localement. Et il avait fondé une petite société de vente de porcs en découpe, quoi, hein. Et finalement, il a installé son fils, ils ont fait une société. Et à l'époque, ils vendaient 50 cochons par semaine. Aujourd'hui, ils sont à 650. Et donc, il m'a racheté mes porcs. Ce qui fait que quand on regarde bien, on a la chaîne complète. On a les céréales qui sont nourries par les porcs, par les déchets des porcs, pas de transport. Et ces porcs sont transformés et vendus localement, ce qui fait qu'il y a moins de transport. Et comme c'est vendu localement, et que les gens ont confiance, parce qu'ils peuvent venir visiter l'exploitation, finalement c'est valorisé, c'est vendu un petit peu plus cher. Voilà. Et puis c'est vendu en confiance. Et moi, alors quand vous regardez bien, vous vous dites qu'il y a deux éléments dans ma réflexion. D'une part, l'autonomie, dépendre le moins possible de l'extérieur, être responsable chez moi le plus possible, et puis travailler en groupe. Donc ça, c'est sur la partie porc. Mais sur la partie comment dire, céréales, moi j'étais préoccupé par le fait que je suis un terrain argileux, pentu, avec beaucoup de pentes, et on a de l'érosion, on a des terres qui descendent. Et donc j'ai arrêté le labour, mais pour arrêter ce labour, j'ai mis 3 ou 4 ans. Et moi, je me suis rendu compte que je voulais évoluer vers ça. D'abord pour faire des économies, d'abord, hein, pour améliorer l'activité biologique des sols. Et j'ai rencontré d'autres paysans de proches de chez moi, pas forcément mes voisins immédiats, mais des gens qui étaient à 7 ou 8 km, ou 10 km, ou 20 km de chez moi. Et on a échangé là-dessus. Et chacun, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes, comment dire, les mêmes intentions d'améliorer. Et donc, on a comparé nos matériels. Alors, on a échangé du matériel. On a échangé nos expériences aussi. Voilà. Et puis, quelqu'un a acheté un nouveau matériel. On allait voir sur place pour voir comment ça fonctionnait. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a toujours cette réflexion en commun, de jamais rester seul sur son exploitation, et en même temps, ce travail collectif. Et ce que je n'ai pas dit, mais qui était réel, c'est qu'en permanence, on s'appuyait sur des techniciens qui nous conseillaient et qui avaient une vision plus large que la nôtre. Voilà, et qui améliorait notre vision. Et moi, j'ai toujours travaillé en coopérative parce que la coopérative, enfin, mon exploitation dépendait de la coopérative, aussi bien au niveau technique qu'au niveau de la commercialisation. Et alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus des porcs, j'avais aussi des canards. Canards prêts à gaver, on élevait des canards et qu'on vendait à des gaveurs pour qu'ils fassent du foie gras. Et donc là, en tant que responsable de coopérative, on a créé cette filière, mais là, j'étais en tant que responsable de coopérative, mais en tant qu'aussi que producteur. Et ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est très important que le producteur qui veut entraîner les autres, il faut qu'il soit producteur, et il faut qu'il ait de la crédibilité, il faut que son exploitation, elle marche bien. Et ce qui est difficile pour nous, c'est de gérer le temps qu'on passe à l'extérieur et le temps qu'il faut consacrer à l'exploitation pour qu'elle marche. Voilà, donc ça, et en plus on a la famille, parce que c'est important quand même, on a une épouse et des enfants. Voilà, et cet équilibre des trois est parfois compliqué à trouver, ça fait une vie bien remplie, mais moi je ne regrette pas, je me suis vraiment régalé à faire ce que j'ai fait. Voilà, et donc si j'en reviens à l'exploitation, je pense que c'est important, c'est réfléchir à ce qu'on veut faire sur l'exploitation, aux possibilités d'amélioration que l'on a, et savoir aussi prendre conscience que, mais ça je crois que vous l'avez, hein, que seul on ne peut pas faire grand-chose et que lorsqu'on est 10 à travailler, on a 10 idées. Et sur ces 10 idées, s'il y en a 3 qui ne sont pas bonnes, même s'il y en a 7 qui ne sont pas bonnes, on les laisse tomber. Mais s'il y en a 3 qui sont bonnes, on essaie de voir comment on peut les travailler, ces idées, et puis finalement on en fait profiter tout le monde. Voilà, donc, et dans mon exploitation, si vous voulez, elle a évolué. Elle s'est améliorée en permanence. Et ce que j'oublie de dire, mais ce qui est important, c'est qu'en même temps, on s'est préoccupé d'environnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas arraché de haies. On a entretenu les haies qu'il y avait. On a essayé de réduire nos traitements
en essayant de les améliorer. Et avec l'agronomie, en arrêtant de labourer, on a fait des faux semis, c'est-à-dire que pendant l'été, quand on enlève les pailles, maintenant c'est l'époque, au mois de juillet, ils viennent de moissonner, là, ils enlèvent la paille et on passe un outil qui travaille très peu profond, mais qui fait germer les mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes, si elles germent maintenant, je vais mettre du lisier par-dessus et je vais les incorporer au sol au mois de septembre. Et au mois d'octobre, quand je vais semer mon blé, les mauvaises herbes, comment dire, elles sont déjà sorties, donc elles ne vont pas ressortir une seconde fois. Voilà. Donc, on fait des faux semis qui font qu'on a moins de désherbants et en même temps, ça améliore la vie microbienne du sol. Voilà. Et donc, on a tous ces éléments-là, parce qu'une exploitation, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est aussi bien à Madagascar qu'au Burkina ou en France ou dans le monde entier, c'est assez complexe quand même. Et donc, tout seul sur son exploitation, on n'a pas une vue assez pertinente de tout. Et plus on est nombreux, plus on échange et plus on progresse. Voilà. Très bien. Merci Bernard. Alors, peut-être ce que je propose, c'est qu'il y a un premier temps peut-être de questions pour ceux qui souhaitent mieux comprendre aussi la place des techniciens agricoles en France. Alors, vous avez compris dans ce que Bernard a expliqué, il n'y a pas spécialement de paysans relais en tant que tels. Mais finalement, il y a des producteurs qui sont parfois novateurs et qui entraînent les autres. C'est plutôt, je pense, un peu le témoignage que tu nous as fait là sur le développement du sans-labour. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Bernard sur lesquelles vous voulez qu'il vous apporte une réponse? N'hésitez pas. Je ne vois pas spécialement de main levée. Alors, s'il n'y a pas de main levée, je peux compléter peut-être, Amandine. Vas-y, oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, moi, aujourd'hui en France, alors c'est plus global, mais moi j'en ai profité aussi de la même manière. Comment, il n'y a pas de paysan relais comme vous l'avez à titre aussi précis que ce que vous avez, mais c'est très proche quand même. En fait, il y a quatre possibilités. J'ai parlé des coopératives. Les coopératives, elles ont l'objectif de fournir des intrants et de racheter la récolte aux agriculteurs. Mais elles ont aussi un rôle technique. Et donc, elles font des réunions, ce qu'on appelle chez nous, des réunions bout de champ. C'est-à-dire qu'on fait une expérimentation chez un agriculteur et on invite les autres agriculteurs à venir voir. Il y a de moins en moins de réunions en salle chez nous. Il y a de plus en plus de réunions sur le terrain. On regarde les variétés, comment elles évoluent, on regarde un produit désherbant, on regarde une technique de production. On le regarde souvent de plus en plus sur le champ. Ça, c'est les coopératives. La deuxième chose qui est importante, c'est le matériel et les fabricants de matériel. Ils vendent du matériel et ils font une démonstration chez un agriculteur et ils invitent les agriculteurs très largement en disant « Venez voir, on vous invite tel jour à telle heure ». Chez telle exploitation, et on vous fait des démonstrations de matériel. Et il peut y avoir plusieurs types de matériel. Et donc, ça permet à l'agriculteur de regarder comment ça fonctionne en se disant, ce type de matériel-là, moi, je peux l'utiliser chez moi. Voilà. Le troisième, c'est la chambre d'agriculture. Alors, qui est plus liée à la réglementation, parce que nous, en Europe, on a une réglementation qui est très complexe, et la chambre d'agriculture fait un peu comme les coopératives, des réunions de bout de champ, mais en même temps, elle donne le volet réglementation. Voilà, c'est complémentaire par rapport aux coopératives, mais elle balaye des fois sur des sujets plus larges. Elle traite aussi d'environnement, de biodiversité, des choses comme ça. Et enfin, il y a le quatrième, ce qu'on a fait nous sur l'agronomie, c'est des groupes d'agriculteurs qui ont un centre d'intérêt commun et qui peuvent faire appel à un technicien ou de la chambre ou de la coopérative pour qu'il les aide à réfléchir. Et ces agriculteurs, ils progressent ensemble. C'est ce qu'on a fait, nous, sur le non-labour. Sur le non-labour, on a mis 3 ou 4 ans. Moi, j'ai commencé par un demi-hectare, puis 3 hectares, puis 10 hectares, et puis l'ensemble de l'exploitation. J'ai mis 3 ans pour arriver à ne pas labourer du tout, parce qu'on prend des risques, et on ne peut pas prendre des risques sur l'ensemble de l'exploitation. Et donc, mais voyez, c'est quand même assez proche de ce que vous faites. Et quand je regarde les 3 points, moi, que j'ai repérés dans ce que vous faites,
vous partez des besoins des gens. Vous partez du besoin de l'agriculteur. C'est essentiel, c'est extrêmement important, c'est vraiment capital. Voilà. Il y a le deuxième, c'est la proximité. C'est-à-dire que, et puis, vous avez des co-constructions. Quand vous parlez de co-construction, c'est exactement ce que nous faisons, hein. Il faut que l'agriculteur puisse l'assimiler, qu'il traduise cette efficacité en changement bénéfique sur son exploitation. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Les mots-clés, là, vous les avez prononcés tout à l'heure, hein. Vous avez parlé aussi comment dire, de retour. Hein. Moi, il y a un slide qui m'a beaucoup plu tout à l'heure dans Chrysostome, là, quand tu parlais de grande échelle, comment on peut diffuser à grande échelle pour le plus grand nombre le raisonnement du paysan, quel est son raisonnement et comment on peut l'améliorer, puis convaincre, comment on peut passer de la théorie à la pratique, et puis bien sûr, il faut employer le langage qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on se comprenne bien et qu'on mette bien la même chose derrière les mêmes mots. Et ce que vous faites là, c'est ce qu'on a fait en France, hein, avec une échelle différente, avec peut-être nous des technicités un peu différentes, mais les principes de base sont les mêmes. Voilà. Et moi, j'en profite pour vous tirer un grand coup de chapeau et vous dire que moi, je suis content d'être administrateur à FERT et de vous donner ce coup de main, parce que dans la méthode, et vous dire que voilà, moi, ce que j'ai fait, j'ai eu à la retraite, j'ai terminé, mais je suis fier de ce que j'ai fait en tant que paysan. Je suis fier d'avoir été responsable, mais en tant que responsable, j'ai eu deux écueils. J'ai été jalousé. Il y a des gens qui m'ont jalousé et il y a des gens qui m'ont critiqué. Mais il y a aussi des gens, et les mêmes qui m'ont critiqué pendant qu'on les entraînait à faire des choses, à la fin, ils nous ont dit « Heureusement que vous nous avez aidés ». Et donc, on a eu la reconnaissance à la fin. À la fin en partant, ils m'ont critiqué pendant que j'étais en activité, et puis ils m'ont félicité et ils ont donné de la reconnaissance quand je suis parti. Et ce que nous avons fait, nous, en France, vous êtes en train de le faire. Et moi, je suis content d'être administrateur à FERT et de vous amener peut-être notre expérience. Alors, cette expérience-là, il faut que vous l'adaptiez à votre pays. Il faut regarder, partir des besoins, valoriser la proximité et puis faire attention au retour, quoi, hein. Voilà, cette co-construction. Et puis, en préparant cette réunion, on s'est réunis l'autre jour, il y a une chose qu'on a dit, c'est un travail de fourmi, ça se fait petit à petit. Je crois que c'est Sylvia qui disait ça l'autre jour. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous sommes des paysans, nous sommes au rythme des saisons. Les gens en ville, ils sont au rythme des feux rouges. Même si à Madagascar, vous n'avez pas beaucoup de feux rouges, mais en France, on en a. Les gens en ville, ils sont pressés, ils veulent aller vite. Et nous sommes paysans, il faut qu'on prenne le temps. Voilà. Une plante ne pousse pas parce qu'on tire dessus. Voilà. Elle a son rythme, son propre rythme, qui est le rythme de la campagne, et il faut respecter ce rythme. Très bien. Merci Bernard. Alors, je vois que le président Raniveau a ouvert son micro. Je ne sais pas s'il a une question pour Bernard. Si c'est le cas, je vous laisse la parole. Oui, j'ai une question pour Bernard. Comment vous passez votre métier? Parce que vous avez raconté tout à l'heure que vous avez fait beaucoup des productions, comme des blés, des porcheries, c'est tout comme ça que vous avez raconté tout à l'heure. Merci. Alors, comment j'ai pu faire mon métier? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très important d'être agriculteur parce que c'est comme ça qu'on est crédible. Je vais vous dire, nous ici, on a parfois des agriculteurs importants qui ont des salariés. Moi, j'avais un salarié à mi-temps qui m'aidait au moment où j'étais en réunion. Mais les semis, c'est moi qui les faisais. Et c'est très important que ce soit l'agriculteur qui donne l'exemple. Et donc, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé une organisation. Alors, j'avais des porcs, mais j'oublie de vous dire qu'on a des techniques en France que vous n'avez pas chez vous. Moi, j'ai les porcs, c'est l'ordinateur qui pilotait. Donc, l'ordinateur, il fabriquait l'aliment et il distribuait l'aliment automatiquement. Donc, l'ordinateur pilotait les machines, si vous voulez. Et donc, j'avais 800 porcs et il me fallait, moi, un quart d'heure à 20 minutes pour surveiller que tout marche, quoi. Voilà, je n'intervenais que s'il y avait des pannes. Et c'est pour ça que j'ai pu gagner du temps. Et pourquoi je suis passé aussi au non-labour? Parce que
le labour, c'était 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures hectare. Et le non-labour, c'était 20 minutes hectare. 2 fois 20 minutes. 20 minutes au mois de juillet, 20 minutes au mois de septembre. Et donc, j'ai toujours eu la préoccupation de gagner du temps et d'être efficace. Et ça m'a permis d'être à la fois agriculteur, pour être crédible vis-à-vis de mes collègues, et en même temps être responsable. Et pourquoi j'ai voulu être responsable? Parce que c'est le travail collectif qui est intéressant. C'est la co-construction. Et ça, c'est passionnant, quoi. Ça demande du temps. J'aurais eu une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus calme si j'étais resté à la maison à travailler mon exploitation. Mais j'aurais sûrement fait moins de progrès. Et donc, quand on a la passion du travail collectif, celle que vous avez, je pense, j'en suis sûr, vous savez, j'aurais pu gagner un petit peu plus si j'étais resté sur une exploitation et si j'avais été un peu moins à l'extérieur. Mais aujourd'hui, à la fin de ma vie, je suis quand même tellement heureux d'avoir travaillé en collaboration avec des copains. Il y a des richesses qui ne se calculent pas en argent. Voilà. Et cette richesse-là, de faire progresser son pays, de faire progresser sa région, de faire progresser ses voisins, cette richesse-là, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Merci beaucoup Bernard pour ces phrases qui sont très fortes, je pense, qui résonnent beaucoup. Je lis les commentaires qui ont été écrits. Ici, à Madagascar, le paysan relais arrive dans la plupart des cas à convaincre ses homologues à travers ce qu'il fait dans son exploitation. Ça se traduit par une amélioration de la productivité en qualité et ou en quantité. À partir de cela, de nombreux services, approvisionnement, commercialisation pourraient en découler et pourraient être gérés par le paysan relais avec l'accompagnement du technicien. Donc, je pense que, oui, en effet, c'est un peu d'ailleurs ce qui se passe, à mon avis, au Burkina Faso. Alors après, peut-être avec d'autres paysans relais, c'est-à-dire qu'il y a des paysans relais plus sur des aspects de formation, peut-être que d'autres sont spécifiquement sur l'approvisionnement ou la commercialisation. Avoir, voilà, si un seul paysan relais peut tout faire, c'était un peu la discussion aussi qu'on avait sur le temps à passer hors de l'exploitation. Une question pour Bernard. Quelles étaient les difficultés que vous rencontrez et quels étaient l'apport des techniciens? En gros, sur quoi vous faisiez, à quel moment vous faisiez appel à des techniciens pour vous aider? Sur quelles questions? Et puis la deuxième chose, les relations avec les autres agriculteurs étaient-elles faciles pour vous? Quelle approche faut-il avoir avec les paysans? Alors, les techniciens, en général, ils sont au courant des innovations, ils sont au courant de tout, c'est leur métier. Et moi, la préoccupation, c'était de rendre pratique, vous l'avez dit, ça, mais de rendre pratique ce qu'ils me proposaient comme innovation. Parce qu'il y a des innovations qui sont applicables facilement, à peu près partout, et d'autres innovations qui sont applicables pas partout. Elles sont applicables chez une exploitation ou sur un type de sol et pas sur l'autre type de sol, dans une production ou pas dans l'autre. Voilà. Donc, et aussi le technicien, lui, ce qui m'amène, c'est des exemples de réussite ailleurs que moi, je n'ai pas vus. Et ça, c'est important. Et puis, troisième chose, c'est que moi, j'ai demandé, et ça il faut beaucoup d'humilité, énormément d'humilité. Moi, j'ai demandé aux techniciens de me critiquer. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, moi, j'étais exigeant envers moi-même. Il y a des fois où je me disais, mais j'ai des mauvais résultats. Et je disais aux techniciens, écoute, viens chez moi, analyse mon exploitation, dis-moi où c'est que je n'ai pas fonctionné comme il faut, où c'est que j'ai fait des erreurs. Il faut accepter de se faire enseigner. C'est ça l'humilité, de dire, voilà, un jour, à un moment donné, j'avais des truies plein air, à un moment donné, et je faisais naître des porcelets avec des truies à l'extérieur. Et puis ça ne marchait pas bien. Et donc, j'ai demandé à un technicien de venir. Je l'ai payé pour qu'il vienne me dire que j'étais pas bon. Je m'en doutais. Mais il m'a mis devant mes responsabilités. Et il m'a dit, écoute, il faut arrêter, tu arrêtes ça. Et donc, nous avons décidé à 4 agriculteurs de faire une porcherie plus importante avec des salariés pour avoir nos truies. Et ce sont des salariés compétents qui ont conduit ces truies. Et là, on avait des bons résultats. Et donc, le porcelet était de bien meilleure qualité et coûtait moins cher. Et donc, il faut avoir cette humilité que le technicien nous aide à réfléchir et nous montre à quel moment on n'a pas fonctionné comme il faut. Et ça, il ne faut pas avoir peur de se faire critiquer, de dire, voilà, je m'expose à la critique, mais si je veux progresser, et puis ce n'est pas une critique négative, hein, c'est une critique positive. C'est pas pour dire qu'on est mauvais, c'est pour dire qu'on peut mieux faire.
C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. En disant, voilà. Ah, Bernard, nous t'avons perdu. Je m'assure que les autres, oui. Vous êtes toujours présents. Donc, c'est Bernard qui a été peut-être déconnecté. Oui. Bernard, non, toujours pas. Bon, en même temps, je vois... Ah, alors attendez, il essaye de m'appeler. Je vais voir comment... Oui, Bernard. Coupure de courant. Bon, de toute façon, nous étions à la fin. Je vais conclure de mon côté. Je m'excuse. Voilà. Ça marche. Je transmets. Très bien. Merci. Au revoir. Donc, Bernard s'excuse. Il y a une coupure de courant chez lui. Donc, voilà, il a été déconnecté. Il me transmet, il me demande de vous transmettre toutes vos félicitations et de vous remercier en tout cas pour le travail. Du coup, je vais vous proposer qu'on conclue cette session webinaire. Je vais, excusez-moi, relancer le partage d'écran. Ici, voilà. Voilà, je vais vous proposer donc que nous concluions cette session de webinaire. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, d'écrire dans la chat box un peu le mot-clé, les éléments que vous souhaitez partager, ce que vous avez retenu un peu de cette session. Alors, excusez-moi parce que du coup, j'ai moi aussi des problèmes techniques. Nous allons y arriver. Voici, ça y est, j'ai retrouvé la chat box. Voilà, si vous pouvez écrire dans la chat box un peu chacun un mot-clé, une idée que vous retenez de cette session sur les paysans relais. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire un petit résumé des différentes interventions que nous avons eues. Donc, nous avons eu d'abord Sylvia qui nous a fait une présentation du fonctionnement des paysans relais à Madagascar, de la diversité des missions des paysans relais à Madagascar et de la manière dont s'articulait le travail du paysan relais et du technicien, à la fois notamment un point important sur le relais d'information, le paysan relais comme un relais d'information pour les techniciens. Ensuite, nous avons eu le témoignage donc, du président Ranivou, qui est paysan relais, producteur de poussins, qui nous a expliqué du coup comment, quelles étaient un peu ses fonctions de paysan relais, comment il travaillait auprès de ses collègues, et puis finalement, quelle relation il avait avec le technicien, comment il travaillait avec lui, à quelle échelle. Puis Chrysostome nous a fait donc, la présentation du cas des producteurs pilotes au niveau du Burkina Faso, en rappelant du coup un peu le fonctionnement, l'historique de tout ce qui avait été mis en place au Burkina Faso maintenant depuis une dizaine d'années, et en expliquant comment aujourd'hui s'articule réellement le travail du paysan, enfin, du producteur pilote et du technicien, à la fois sur l'échelle d'intervention, sur la manière de travailler avec les producteurs, sur sa capacité à convaincre. Voilà, et puis donc le témoignage de Bernard, donc à travers un peu des expériences à la fois sur la production de porc ou sur la mise en place de pratiques agroécologiques de non-labour, comment finalement les agriculteurs s'organisent en groupe pour essayer de trouver des solutions ensemble et s'appuient sur les techniciens pour finalement s'enrichir d'expériences de regard un peu extérieur ou apporter un peu un regard neutre. Donc, dans les synthèses que vous faites, vous parlez de proximité et réponse aux besoins, diffusion à grande échelle et proximité, animateurs endogènes, paysans relais et techniciens, parfaite collaboration, complémentarité avec le technicien, combinaison gagnante. Moi, je retiendrai un terme aussi qui avait été utilisé lors de la séance de préparation, qui est celle de la courroie de transmission, puisque je trouve que c'est intéressant de se dire que finalement, le paysan relais est à l'interface, une courroie de transmission d'informations entre
un technicien, voire une OP, et puis finalement les producteurs avec qui il est au quotidien. Je retiens aussi ce mot de crédibilité qui est revenu, donc surtout Bernard a parlé de ça, de la crédibilité que le paysan relais a en étant avant tout paysan, producteur. Et puis un autre terme que je retiendrai est celui de la reconnaissance et de la richesse. C'est une des dernières phrases de Bernard. La richesse qui ne se calcule pas toujours en argent, mais qui parfois a plus de valeur que, voilà, et qui est permise quand on est paysan relais en ayant une mission d'intérêt plus générale. Voilà, combinaison gagnante, deux faces de la même pièce. Le technicien apporte l'expérience que le producteur n'a pas vue. Voilà, donc je vous informe maintenant, voilà, il y aura un prochain webinaire qui se tiendra sur les questions de agroécologie. Il sera animé par Adeline, donc, qui est aujourd'hui présente, qui assiste à la réunion. Adeline me demande si vous avez des souhaits plus précis autour de cette thématique de l'agroécologie. N'hésitez pas à la contacter directement pour discuter avec elle, pour proposer un peu des points de vue, des sujets sur lesquels vous voudriez aborder lors de ce prochain webinaire qui se tiendra a priori au mois de septembre. Il y aura une petite pause au mois d'août, mais le prochain webinaire aura lieu au mois de septembre sur l'agroécologie. Donc voilà, rapprochez-vous de Adeline pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, pour préciser un peu vos besoins, vos souhaits de discussion autour de cette thématique de l'agroécologie. Voilà, je ne sais pas s'il y a de dernières questions ou remarques à poser. Je pense que nous avons fait le tour. Je vous remercie à tous de votre participation. Je remercie grandement ceux qui ont pris le temps de partager leur expérience. Donc, merci Sylvia, président Ranif, merci Chrysostome. Et puis Bernard, voilà, je te remercierai par téléphone. Merci à chacun et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci de notre invitation.